Et puis dire aux compatriotes qui nous regardent que l'année qui vient, l'année 2025, nous sommes convaincus que c'est une année de grosses surprises. L'idée selon laquelle rien n'est possible, que voter ne sert à rien, non seulement est fausse, mais participe en réalité de ce que nous on appelle l'impuissance apprise. Je peux affirmer, mais vraiment sans le moindre doute, qu'aujourd'hui nous sommes prêts. Parce qu'il faut aussi changer de paradigme aujourd'hui dans les rapports avec l'Occident. Prenons la question écologique. L'Occident a tellement à apprendre de nous que pour toutes ces raisons, la question de la nationalité ou de la plurinationalité devient même banale. Le gouvernement actuel refuse de réviser la loi de 68 parce que, disait-il, il redoute que cette diaspora qui, pour la plupart est mécontente de leur façon de faire, ce qui, je trouve d'ailleurs est tout à fait normal, se constituerait en force électorale qui pourrait faire basculer les choses en leur défaveur. D'abord, je trouve ça mais d'une petitesse d'âme et d'esprit incroyable, insupportable, et même d'une inculture. Ça dénote aussi d'une sorte d'inculture. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Tapis Blanc des élus. Bien sûr, la plateforme qui donne l'opportunité aux élus de s'exprimer en toute liberté sur le média de la diaspora ici au Canada, Diaspo TV. Nous rencontrons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir une figure politique du Cameroun. Il est éditorialiste politique, enseignant en droit et surtout député de l'Assemblée nationale au Cameroun. Son ascension fulgurante et bien sûr ses idées suscitent beaucoup d'intérêt aujourd'hui, non seulement au Cameroun, mais partout ailleurs. Et sa présence ici au Canada nous permet de lui donner l'opportunité de s'exprimer et bien sûr d'analyser un tout petit peu l'impact que peut apporter cette diaspora dans la vision du parti dont il est le président, à savoir le parti camerounais de la réconciliation nationale. Alors nous recevons maintenant notre cher député, l'honorable Kabra Libi. Bonjour monsieur Kabra. Bonjour à vous monsieur Ferrand Tchatchou. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Comment est-ce que vous êtes devenu une figure tellement importante au Cameroun dans bien sûr le panorama politique, et on sait que vous étiez le plus jeune candidat aux élections présidentielles 2018. Qu'en est-il? Comment vous tombez dans la politique et comment est-ce que aujourd'hui vous avancez avec ça? Ma réponse, d'abord je salue vos millions de téléspectateurs. Ma réponse est courte et simple. Je pense qu'on ne peut devenir important dans les vies des gens, dans les cœurs des gens, que par deux choses. La grâce de Dieu et la volonté des humains. Parce que toute autre considération, de mon point de vue, ne pourrait suffisamment justifier cela. Est-ce qu'on dirait que parce que j'ai de bonnes idées, il y a plein de gens qui ont de bonnes idées? Est-ce qu'on dira que je les exprime? Peut-être oui. Il y a plein de gens qui expriment bien leurs idées, et peut-être même mieux que moi. Donc est-ce que, quelle que soit la qualité ou l'atout qu'on me trouverait, ces qualités et ces atouts, on pourrait les trouver chez bien d'autres personnes qui avant moi ont fait ce que je fais, qui font ce que je fais pendant que je le fais, et qui feront évidemment après moi ce que j'aurais fait. Mais il y a toujours quelque chose qui va distinguer, qui va sortir quelqu'un du lot. Moi je le dis toujours, c'est la charge que Dieu imprime dans ce que cette personne fait. Ça peut paraître bizarre, moi qui suis identifié comme quelqu'un qui intellige un certain nombre de choses, quelqu'un qui passe pour qui convoque constamment la rationalité. Ça pourrait surprendre que je vous le dise comme ça, mais je crois que dans la vie, souvent, nous faisons des choses par appel de Dieu. Et dans mon cas, je crois que c'est ce qui se passe. Et c'est lui,
Dieu qui imprime cette charge spirituelle dans ce que je fais et qui donne une certaine résonance dans les cœurs des gens qui acceptent donc de me hisser là où je suis. Parce qu'un homme politique ne devient important, ne devient considérable que parce que le peuple l'a décidé ainsi. Si le peuple ne le veut pas, vous savez, la fameuse phrase latine Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, qui, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette phrase, était une boutade à la vérité, était une expression ironique à la base, par celui qui en était l'auteur. Il l'avait prononcé pour se moquer à la vérité de la volonté du peuple, mais au fil de l'histoire, c'est une phrase qui est devenue emblématique de ce que, en fait, Dieu s'exprime par le peuple, et c'est donc le peuple qui nous hisse là où nous sommes. Et je lui rends grâce et je remercie, je rends grâce à Dieu pour cette importance que vous décrivez et au peuple pour la confiance, l'accompagnement, la sympathie qu'il me manifeste, en tout cas qu'il manifeste à mon endroit. Vous étiez candidat en 2018, ce qui vous a rendu très populaire aussi grâce aux réseaux sociaux, dont certains vous prêtent, je dirais, l'étiquette d'un politicien des réseaux sociaux, moins sur le terrain, bon, on y reviendra. Mais vous, avec un peu de recul, qu'auriez-vous fait différemment pour vous donner plus de chances de remporter ces élections? Il y a sans doute un peu de vérité dans ce que vous dites. Vous savez, chaque fois que je fais l'objet de critiques ou d'observations caustiques, j'essaie toujours de capter le meilleur, ce qui est vrai dedans. Bon, ce qui ne l'est pas, on passe outre. J'aurais dû sans doute faire plus de terrain, être plus proche des gens. Absolument. Parce que l'un des reproches effectivement qui est fait souvent aux leaders politiques dans le contexte camerounais spécifiquement, c'est qu'ils sont lointains, ils sont audiovisuels, ils sont cybernétiques. Et je me suis battu autant que j'ai pu. Parce que je suis découvert par les Camerounais, enfin, par l'Afrique même, globalement, par le média. J'étais chroniqueur média, éditorialiste, comme vous l'avez vous-même précisé tout à l'heure. Et Vox Africa, qui m'a donné une certaine envergure africaine, puis des télévisions locales comme Vision 4, comme Equinox, radio et télé, et tous les autres médias, là, y compris la télévision nationale, la CRTV, LTM, STV, je suis en train de citer là de mémoire, les plateaux télé où j'ai officié souvent de façon répétitive, de façon permanente, et puis ça m'a construit une forme de statut médiatique qu'il a fallu par la suite convertir en statut politique réel et effectif. Donc, j'ai pu migrer quand même, ce qui n'est pas évident, de passer de l'étape d'acteur médiatique à acteur politique de terrain effectif. Il fallait convertir l'audience en popularité, pour reprendre les termes que vous avez employés. Ce n'était pas évident, parce que cela nécessite un accompagnement humain. D'abord, il faut que vous ayez des hommes et des femmes qui vous accompagnent et qui relaient ce que vous faites. Cela nécessite aussi un accompagnement, une assise logistique. Ah ben, croyez-moi, si vous devez faire le terrain, là par exemple, je suis sur le terrain. Absolument. On en parlera, on y vient tout à l'heure. Oui. Ben, il faut un billet d'avion. Il faut une logistique pour demeurer là où je suis. Et souvent, ce sont des sacrifices qui sont faits par ceux qui vous accompagnent. Parce que, contrairement à une idée reçue, on ne fait pas la politique avec son argent. Non. Non. Personne au monde ne fait la politique avec son argent. Et là, je parle même de ceux qui l'ont. Dans mon cas, ce n'était pas le cas. Ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas. Je ne suis pas connu comme millionnaire ou milliardaire au Cameroun. Pas encore. Donc, mais même dans des environnements nord-américains où nous sommes ici, je crois que les gens entendent tout le temps, pour prendre le cas d'un pays voisin, les États-Unis, à peine elle était choisie comme candidate démocrate que 2 ou 3 jours après, on annonçait qu'elle avait levé des millions de dollars. Pour ne pas la citer, Kamala Harris. Kamala Harris. Voilà, j'aurais dû... voilà, merci. Et cet argent qu'elle a levé, ce n'est pas son argent de poche qu'elle a posé sur la table. Ce sont des hommes et des femmes qui l'accompagnent, qui font ces sacrifices, puisque ce sont des sacrifices. Donc,
Mais avec les moyens que nous avions, les moyens humains, les moyens logistiques que nous avions, nous avons essayé de couvrir le territoire autant que nous pouvions. Nous l'avons même fait, je crois, mieux que d'autres. Mais bon, on n'est pas dans une comparaison, une concurrence. Et donc, je peux vous dire que qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Ben, j'aurais dû faire plus de terrain, être plus proche des Camerounais. J'aurais dû peut-être mieux affiner le message, le rendre plus audible, rendre notre projet plus audible, le convertir en un langage mieux, plus perceptible, plus intelligible par les compatriotes. Et puis j'aurais sans doute aussi dû mieux organiser la surveillance du vote. Parce que nous sommes dans des environnements de sophistication de fraude électorale. Et si vous ne mettez pas un accent sur la surveillance du vote, eh ben, c'est très compliqué. Et même les suffrages qui vous sont dédiés peuvent être facilement détournés ou annulés. Et puis, peut-être aussi, j'aurais dû me consacrer davantage au lobbying interne. Ben, c'est quelque chose aussi qu'on oublie. Dans des systèmes, des vieux systèmes comme les nôtres, écoutez, le président Biya, qui est mon principal concurrent, est devenu président quand j'avais 2 ans. Donc ça fait longtemps quand même, vous voyez les traits de vieillesse qui se dessinent sur mon visage là. Je suis plus d'hier. Mais lui, il est là depuis. Donc, déboulonner ce type de système construit autour de tels personnages nécessite parfois que de l'intérieur vous receviez des soutiens décisifs, des soutiens anonymes certes, mais décisifs. Si vous étudiez le cas des pays où il y a eu des alternances de ce type, vous verrez que parfois les soutiens que vous recevez de l'intérieur, les appuis que vous recevez des personnes qui sont des maillons importants du système de l'ordre gouvernant sont déterminants. Et nous, à l'époque, on était plus portés vraiment rien que sur l'affinement de nos idées, de nos idéologies, oui, des actions de terrain autant qu'on pouvait. Et on avait un peu négligé cet aspect des choses aussi. Donc je crois que... et puis aussi, une meilleure résonance internationale. C'est une question, un aspect que nous avions aussi un peu négligé à l'époque. Mais bon, est-ce qu'on on en était même véritablement conscient? Je ne sais pas. La priorité pour nous, c'était déjà de convaincre nos compatriotes. Mais on a découvert aussi par expérience qu'aucun pays au monde ne vit en vase clos. Et que parfois des énergies exogènes peuvent être d'un certain appui. Exogènes, entendez Afrique, entendez Amérique, entendez Europe, des organisations internationales. C'est très important aussi que dans ces environnements-là, que les gens vous aient identifié, que les gens vous connaissent, que les gens sachent ce que vous voulez. Parce que lorsque vous allez diriger un pays, ben ça va impacter aussi le rayonnement de ce pays-là, au sein de ces institutions-là, au sein de ces agrégats internationaux-là. Et c'est bien aussi d'être connu dans ces espaces-là. Donc vous voyez, j'ai évoqué là, je crois, 5 éléments cumulativement sur lesquels on aurait dû insister, et puis peut-être je pourrais ajouter, on aurait peut-être dû commettre moins d'erreurs de communication aussi. On faisait moins attention à notre image, à ce qu'on disait. Cela dénotait aussi parfois d'une insuffisante maîtrise de la sociologie camerounaise. Il y a des sujets qui sont délicats et dont on ne percevait justement pas la délicatesse du premier coup. Donc tout cela s'inscrit dans l'expérience, dans le parcours d'un homme qui se construit, d'une dynamique qui se mature. Et je crois qu'aujourd'hui on est beaucoup mieux préparé. Je crois même que nous sommes prêts aujourd'hui. Vous êtes prêts? Ah ben oui, je peux l'affirmer aujourd'hui en faisant une comparaison avec ce que nous étions en 2018 et le parcours que nous avons effectué jusqu'ici. Je peux affirmer, mais vraiment sans le moindre doute, qu'aujourd'hui nous sommes prêts. On pourrait peut-être y revenir tout à l'heure, mais on va rapidement rentrer dans, bien sûr, la mission même de notre média, le média de la diaspora. Vous êtes aujourd'hui au Canada, en tournée nord-américaine, je dirais. Vous avez fait la Beauce, vous avez fait Ottawa, vous avez fait Montréal. Tout aujourd'hui, vous avez une grande rencontre avec, bien sûr, les partisans et plus. Et nous demandons très rapidement,
quelle est la motivation de ce voyage-là? Est-ce que c'est un voyage de séduction? Et quelle est votre lecture actuelle par rapport à la diaspora? Vous avez rencontré des leaders, vous avez rencontré des organismes, vous avez rencontré des structures. En un mot, êtes-vous le séducteur actuellement pour 2025 ou tout simplement, bref, en vos propres mots, motivation, raison, résultat de votre voyage qui tire à sa fin? Je suis simplement un leader politique qui essaye de convaincre ses compatriotes afin qu'ils lui fassent confiance. Je suis un leader politique qui essaye de convaincre ses compatriotes qu'il peut mériter leur confiance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, l'une des choses que nous aurions dû mieux faire en 2018, c'était d'être plus proche de nos compatriotes. Et nos compatriotes se trouvent aussi ici, au Canada. Dans l'échange que j'ai eu avec le haut-commissaire, le tout nouveau haut-commissaire, son excellence Ngolé Philippe Nguessé, une estimation de près de 500 000 Camerounais vivant au Canada ici est faite. Donc, il faut parler à ces Camerounais aussi. Et je crois d'ailleurs que le discours les touche. Parce que si je m'en tiens aux chiffres de l'ECAM par exemple, nous sommes passés en cette seule année 2024 de un peu plus de 100 inscrits à l'ambassade à près de 600. Et peut-être pour donner encore un chiffre, pour la seule année 2024, je me suis renseigné auprès du Haut Commissariat au Cameroun, pour la seule année 2024, de janvier à août, il y a eu 18 000 visas délivrés au seul Camerounais. Vous parlez des déplacements que j'ai faits. J'étais au cégep de la Beauce, à Saint-Georges, où j'ai rencontré, où j'ai eu la grâce d'être reçu par les autorités du cégep. C'est un modèle du système éducatif propre au Québec, dont nous pourrions beaucoup nous inspirer au Cameroun. Mais après la rencontre avec les autorités, j'ai rencontré une vingtaine de Camerounais qui y sont inscrits. Je précise que les autorités, les responsables de ce cégep m'ont dit que jusqu'à l'an dernier, l'ensemble des Africains, des effectifs des Africains au sein de ce cégep était d'à peine 1%. Et que pour cette année 2024, le pourcentage des effectifs camerounais à eux seuls est désormais de 21%. Vous comprenez que la diaspora canadienne est très importante aujourd'hui. D'ailleurs, le haut-commissaire nous rappelait encore que, et même à Yaoundé on nous l'a précisé, qu'aujourd'hui en termes de flux migratoires vers le Canada, après la France, c'est le Cameroun. Donc, c'est vous dire que il faut aujourd'hui parler aux Camerounais qui sont ici, leur rappeler le rôle qu'ils doivent jouer, toujours concernant leur pays. Et toujours pour ajouter à la réponse que je peux donner à votre question, je ne suis pas ici par hasard. Vous parlez de motivation, un leader politique ne peut avoir trouvé l'énergie et la force de continuer que s'il est entouré, que s'il est accompagné. Je vous parlais tout à l'heure de l'accompagnement humain avant l'accompagnement logistique. Donc je suis ici à l'invitation et à l'instigation de mes compatriotes, membres du parti politique que je dirige, qu'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et ils sont organisés ici, ils essayent de porter le message qui est le nôtre pour fédérer le maximum de Camerounais, non seulement à l'engagement qui est nécessaire et qui est attendu d'eux pour que le changement que nous souhaitons tous arrive, mais aussi afin qu'ils adhèrent à l'offre politique que nous portons. Donc, je ne pouvais ne pas répondre à cette invitation-là. Ils sont ici un groupe très organisé, c'est le lieu pour moi de leur dire merci pour l'initiative prise et pour les sacrifices qui sont faits.
Je pense à celle qui en est la présidente, Madame Caroline Goufak. Une femme très dynamique que je connais. Oui, je vous le concède volontiers, autour de qui il y a d'autres compatriotes tout aussi vaillants et dynamiques. Je pense à Gabriel Bedi Ebanda, à Lova Basson, à William Baïha, à Ahmed qui lui vient carrément de Toronto. Donc ils sont nombreux qui s'organisent autour de la présidente de ce que nous appelons au sein du PCRN la coordination pays Canada. Et je suis venu toucher du doigt l'amplitude de leur dynamisme et le travail qu'ils font. Et je partirai d'ici avec le sentiment que nous avançons, que le travail porte du fruit. Vous allez parler avec sûrement vos partisans de votre livre, Ce que j'ai vu. Vous nous donnez une quintessence. Alors, puisque vous invoquez ce que j'ai vu, et me situant dans le prolongement de la réponse que j'ai donnée à votre précédente question, j'ai aussi vu ici au Canada des choses très intéressantes. Tout à l'heure, je vous parlais du cégep. J'ai rencontré ici également des autorités, mais cette fois c'était du côté de Gatineau, les autorités de la société de transport d'Ottawa là-bas, pour voir le modèle qui était le leur, le modèle d'organisation et de structuration de la mobilité urbaine, en faisant un lien avec des questions écologiques. C'est très enrichissant. J'ai visité l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, à la faveur d'une initiative de portes ouvertes qui s'y déroulait. J'ai pu toucher du doigt des alternatives en termes de mobilité urbaine et de mobilité tout court. Et j'ai vu que il faut qu'absolument nous changions de perception sur l'aviation civile, sous nos latitudes, des pays comme le Cameroun, où nous continuons qu'à avoir l'avion comme ce gros engin qui est très loin dans le ciel et qui va d'un pays à un autre. Alors qu'il y a plein de pays dans le monde aujourd'hui qui réfléchissent déjà à mettre sur pied des systèmes de drones urbains, donc de taxis aériens, oui. qui vont assurer donc la mobilité des hommes en milieu urbain et même en milieu rural, mais par les airs. Jusqu'ici, on ne réfléchit qu'en termes de taxis à 4 roues. Mais aujourd'hui, n'attendons plus. On peut rentrer aujourd'hui, approfondir la réflexion et même s'inscrire dans la perspective des taxis aériens qui iraient d'un quartier à un autre. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça pourrait même être très économique. Vous vous rappelez par exemple de l'accident de train qu'il y avait eu à Ezekaï, des milliers de vies perdues simplement parce que le transport des malades du lieu de l'accident à l'hôpital le plus proche, le vrai hôpital le plus proche, était compliqué. Avec des avions de cette nature, ce serait beaucoup plus facile et des vies seraient sauvées. Donc ça a été également très enrichissant de visiter l'OACI. Je vous ai parlé du cégep de la Beauce tout à l'heure. Et puis, simplement découvrir le modèle de décentralisation canadien. Okay. C'est très intéressant. Okay. Moi qui me bats pour la décentralisation au Cameroun. Mais alors, pour passer rapidement à l'ouvrage, ce que j'ai vu, et là, l'ouvrage ne parle plus de ce que j'ai vu physiquement, mais de ce que j'ai vu spirituellement. Parce que nous considérons que l'un des problèmes du Cameroun aujourd'hui, c'est la navigation à vue. Pour diriger un pays comme le nôtre, pour redresser le Cameroun, il faut une vision. Et cet ouvrage, c'est notre vision, qui se résume en le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est un ouvrage qui est structuré sur 400 pages pratiquement et organisé sur 11 chapitres. Nous commençons d'ailleurs par l'éradication de la corruption. On va peut-être y revenir tout à l'heure parce que nous considérons que c'est la mère de tous les maux au Cameroun et c'est par là qu'il faut commencer. Nous démontrons comment on peut venir à bout de la corruption. Non pas tant par la sanction mais par l'amélioration du service public.
nous parlons du fédéralisme communautaire. Il y a un chapitre qui est consacré au fédéralisme communautaire. Cette proposition qui a tant fait jaser en 2021 lorsque l'ouvrage a été publié, nous avons tenu compte des observations qui ont été faites en 2021 et nous avons fait une synthèse plus explicative, mieux étayée dans cet ouvrage. Nous évoquons la question de notre identité, de notre africanité, la question de notre souveraineté. Puisque le sous-titre de l'ouvrage, c'est le manifeste de la rupture et du progrès. Donc dans cet ouvrage, notamment sur des questions liées à notre souveraineté, des questions liées à notre africanité, des questions liées à notre système éducatif, des questions de relifting de notre État. Je suis en train de vous citer comme ça, pêle-mêle, certains chapitres de l'ouvrage. Nous présentons notre offre politique de rupture. Rupture d'abord avec une façon de faire, rupture avec l'héritage de la colonisation. Et puis, nous consacrons un certain nombre de développements sur un chapitre que j'invite, c'est d'ailleurs qui tient sur une centaine de pages, sur la libération de la richesse et des emplois. C'est d'ailleurs le dernier chapitre où nous évoquons d'ailleurs la diaspora, comment nous comptons libérer les énergies de la diaspora. C'est-à-dire, si vous voulez, on en parle. Très rapidement, parce que nous considérons effectivement la diaspora comme une énergie qu'il faut libérer. La diaspora camerounaise, c'est une énergie quantitative. On a aujourd'hui pratiquement 7 millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Vous n'avez pas beaucoup de pays au monde qui ont un tel atout. Et une énergie qualitative, parce qu'ils ne se contentent pas d'être nombreux à l'étranger, mais aussi ils sont compétents. Ils sont compétents. Ils s'illustrent dans plein de domaines. Et pour redresser le Cameroun, on aura besoin de cette diaspora. D'abord, certains pourront être injectés dans la machine étatique parce que eux, venant d'environnements où on est porté par la performance, où on est porté par l'éthique, par la compétence, on gagnera du temps à convoquer la diaspora. Mais également, c'est une diaspora qui a noué des partenariats à l'étranger qui voudront investir au Cameroun. C'est également une diaspora qui voudra elle-même investir au Cameroun. C'est une diaspora qui voudra faire étalage dans son pays de ce qu'elle aura acquis à l'étranger. Et vous voyez que pour toutes ces raisons, la question de la nationalité ou de la plurinationalité devient même banale. C'est-à-dire que les considérations qui aujourd'hui font que le gouvernement actuel refuse de réviser la loi de 68 parce que, disait-il, il redoute que cette diaspora qui, pour la plupart est mécontente de leur façon de faire, ce qui, je trouve d'ailleurs est tout à fait normal, se constituerait en force électorale qui pourrait faire basculer les choses en leur défaveur. D'abord, je trouve ça d'une petitesse d'âme et d'esprit incroyable, insupportable, et même d'une inculture. Ça dénote aussi d'une sorte d'inculture parce que dans plein de pays au monde où il y a la plurinationalité, en réalité, le poids électoral des diasporas reste même relativement marginal. Par ricochet, vous êtes pour la plurinationalité? Je suis pour la plurinationalité parce qu'il faut permettre, on ne peut pas vouloir des gens, on ne peut pas vouloir l'argent des gens, l'intelligence des gens, les investissements des gens et ne pas les vouloir eux-mêmes. Et je vous dis que pour nous, c'est un atout. Donc partout où nos compatriotes se trouvent, où ils ont dû acquérir la nationalité d'adoption pour s'intégrer, nous devons leur permettre de garder cette nationalité ou ces nationalités s'ils ont dû acquérir plusieurs nationalités pour s'intégrer à l'étranger, mais leur permettre aussi de jouir de leur nationalité d'origine qui est la nationalité camerounaise. Vous savez, cela passe par exemple par des choses mais toutes simples. Par exemple les frais de visa aujourd'hui. Mais expliquez-moi, vous voyez c'est insupportable. Un compatriote qui est ici au Canada, qui voudrait aller en vacances au Cameroun aujourd'hui avec sa famille, vous n'avez même pas idée de combien il doit payer pour y aller avec sa femme et ses enfants. Je parle là d'un homme ou d'une femme en fait. Parlez-nous un tout petit peu rapidement de la place des jeunes et des femmes dans la politique et dans votre vision et votre grand message à la diaspora ici au Canada et dans le monde. Alors, les statistiques sont simples aujourd'hui. Pratiquement 90% de la population camerounaise est âgée de moins de 65 ans. Donc,
90%. D'ailleurs, dans l'ouvrage que vous avez évoqué tout à l'heure, je précise que on n'a même plus besoin aujourd'hui au Cameroun d'écrire spécifiquement ou de dire quelque chose pour la jeunesse. Lorsqu'on a un projet de société, ce projet de société est dédié à la jeunesse. Parce que nous avons cet atout-là d'une population jeune. Mais de toute façon, la jeunesse, elle occupe une place de choix. Évidemment, en fait, le dire, c'est pas faire manque de génie. Ouais, parce qu'on a une population jeune et il faut la mettre au travail pour qu'elle construise son pays. Alors, la femme, c'est tout aussi important. Nous, par exemple, pour aller très vite, nous sommes pour la parité. Donc vous pouvez être sûr que si nous sommes par la volonté de Dieu et du peuple portés aux affaires, nous aurons 50-50. C'est important. La femme aujourd'hui au Cameroun, on est désolé de le reconnaître, fait encore l'objet de stigmatisation. Elle souffre encore de beaucoup de pesanteur socio-culturelle. Il faut les sortir de là. Souvent, je m'amuse souvent dans la formation politique qui est la mienne, de faire un petit sondage. Je dis toujours, je demande toujours, dites-moi, dans les 10 prochaines années, quelle est la femme que vous voyez dans l'espace politique camerounais susceptible de devenir président de la République? Eh bien, il n'y a pratiquement pas de noms qui reviennent. Mais si vous posez la question relativement aux hommes, vous avez beaucoup de noms qui reviennent. Ça veut dire que la femme, il faut travailler là-dessus, est dans une forme, sans qu'on ne le dise. En fait, il faut approfondir la question. Pourquoi la femme n'émerge pas véritablement? Il y a une raison à cela. Laquelle? Qui est liée, mais il y a des raisons. Laquelle? La socialisation. Oui. La socialisation, je vous ai dit tout à l'heure, les femmes font l'objet de beaucoup de pesanteurs. Oui, on essaie d'aller... stigmatisation, discrimination, pesanteur familiale dans la vie de couple, pesanteur sociologique. Donc il faut que l'État... Avec vous, ça va être de la parité. Et là encore, il faut évoquer la question de la jeune fille. Si vous évoquez des questions liées par exemple à l'héritage dans les familles, vous voyez quel est le traitement qui est réservé. Ça, c'est des thématiques qu'on ne peut pas aborder ici, mais moi, je vous dis dans l'ouvrage qui est le nôtre, nous allons en profondeur et je vous dis, c'est pour ça d'ailleurs que le PCRN... Tout cela se trouve dans votre le PCRN fait partie de ces partis politiques au Cameroun, vous allez voir, qui promeut les profils féminins. Je ne reviendrai pas sur Nouran Forting ou Roland Goïssi, qui sont de jeunes femmes politiques, ou Anne Fégon Noah, que nous promouvons, à côté d'ailleurs des responsables politiques que nous avons cités tout à l'heure au Canada. Donc la femme, dans notre projet de société, occupe une place de choix, c'est écrit d'ailleurs dans l'ouvrage. Parfait. Pour terminer, que pensez-vous des RIMA qui se préparent dans quelques mois ici à Québec? Alors, pour nous, c'est une très belle opportunité. C'est des rencontres économiques des municipalités africaines et écologiques Afrique-Canada. Ce serait l'occasion pour nous si nous y sommes invités. Nous trouvons que c'est une bonne initiative. Ah ben, tant mieux. Parce qu'il faut aussi changer de paradigme aujourd'hui dans les rapports avec l'Occident. Prenons la question écologique. L'Occident a tellement à apprendre de nous, a tellement à apprendre de l'Afrique. Parce que nous, on a un modèle de vie par essence qui est durable. Nous avons toujours été soucieux de préserver ce que nous avons reçu de nos ascendants et de le préserver pour nos descendants. Et le modèle donc, de durabilité africaine est un modèle que l'Occident, qui inspirerait et enrichirait beaucoup l'Occident. Et moi, je serais heureux d'être dans ce type de rencontre pour leur présenter ça. Et puis, partager aussi l'expérience de la décentralisation parce que nous pensons que le salut du Cameroun passera par la décentralisation, ce que nous évoquons dans le fédéralisme communautaire. Le modèle canadien est un modèle qui nous inspire. Dernière question, on a terminé. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? J'y ai vraiment jamais réfléchi. Il faut répondre. Mais je crois que je serais volontiers un félin. Symbole de? Volontiers un félin. Symbole de patience. Symbole de patience. Symbole de réflexion. Symbole de patience et de réflexion. Symbole de patience et de réflexion. Vous voyez, les félins, ils prennent tout leur temps. Oui. Et quand ils agissent avec précision. Je crois que... Et j'imagine que c'est en tant que félin que vous avez reçu la bonne nouvelle après avoir bien sûr gagné au tribunal contre le cofondateur qui avait porté plainte. Ben écoutez, nous on rend grâce à Dieu pour cette victoire judiciaire qui est venue mettre un terme à un brouhaha inutile qui avait été organisé. Et nous nous inscrivons dans la réconciliation, qui est un fragment du nom de notre parti politique, dont nos bras restent ouverts pour continuer à travailler avec ce père fondateur qui a jugé utile de nous amener au tribunal. Et nous remercions les autres pères fondateurs, Papa Massardine Albert Fleury et Wanfeo William,
qui sont restés à nos côtés, sont restés à côté de leur jeunesse, de leurs enfants. Vous savez, pour nous, le plus important est devant des amis. Merci beaucoup. Votre mot de fin? Ben écoutez, moi, c'est mon mot de fin, c'est vous exprimer ma gratitude pour dire aux compatriotes qui nous regardent que l'année qui vient, l'année 2025, est une année fondamentale. Alors, contrairement aux apparences et aux idées reçues, nous sommes convaincus que c'est une année de grosses surprises. Et il faut surtout que vous compreniez, chers compatriotes, que l'idée selon laquelle rien n'est possible, que voter ne sert à rien, non seulement est fausse, mais participe en réalité de ce que nous on appelle l'impuissance apprise. Sachez que ceux qui nous écrasent depuis une quarantaine d'années ont construit leur modèle sur cette assignation psychologique. Vous donnez l'impression que vous ne servez à rien, que vous ne pouvez rien faire. Mais intéressez-vous bien à ce qui s'est passé au Sénégal, parce que moi j'ai eu la chance d'y séjourner pendant la période préélectorale, pendant la période électorale, pendant la période post-électorale. C'est la volonté du peuple qui a primé, nonobstant l'existence de toutes les pesanteurs que nous pourrions identifier, similaires, que nous pourrions identifier aussi au Cameroun. Donc, autant que vous êtes, chacun d'entre vous qui est au son de ma voix et de l'image qui est diffusée, sachez que votre voix à elle seule est la clé du changement que nous souhaitons tous. Donc, faites le petit sacrifice où que vous vous trouviez, si vous êtes sur le sol canadien ou ailleurs dans le monde. Inscrivez-vous sur les listes électorales et ensemble nous bâtirons la stratégie de surveillance du vote et c'est la volonté du peuple qui triomphera. Moi, je suis disposé, et c'est un appel que je lance aussi au travers de votre média, à mes autres compatriotes leaders politiques. C'est évident que si nous mutualisons nos forces autour d'une candidature, autour d'une stratégie mutualisée de surveillance du vote, nous nous donnons plus de chances de victoire. Et j'espère que nous, les leaders politiques, serons réceptifs à cette demande pressante et itérative du peuple qui nous demande de nous mettre ensemble et de mutualiser nos efforts. Merci beaucoup, monsieur Cabral Libye, d'avoir pris du temps et bien sûr de nous avoir partagé votre vision et surtout d'avoir lancé votre appel à non seulement à la diaspora camerounaise, mais surtout à tous au travers de notre média. Merci infiniment. Merci à vous, monsieur Florent Tchatchou. Mesdames, messieurs, c'est sur ces mots que nous terminons bien sûr cette rencontre très importante et intéressante, non seulement pour la jeunesse camerounaise, non seulement pour tous les Camerounais au Canada, mais aussi dans le monde entier. Une rencontre qui, ma foi, nous a permis de comprendre où va l'honorable Cabral Libye avec son parti, qui nous a permis aussi de comprendre qu'il est temps de s'inscrire sur les listes électorales, qu'il est temps, bien sûr, d'apporter sa voix dans le changement, car le changement commence maintenant. Alors, à la prochaine édition avec un autre invité, avec un autre élu sur Tapis Blanc des élus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Florent Lial pour Tapis Blanc. Bye bye. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.